Paste fa xam-xam di woma sagantek tayel di law farluk yëngu di yewanal jàng jàngale bu soxee yar ak teggin war a gindi. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Donc on va commencer notre thème intitulé comment faire un bon CV et comment réussir son entretien d'embauche. Donc en premier temps, on va essayer de définir ce qu'on appelle un CV. D'habitude, c'est une abréviation qu'on dit CV, mais c'est curriculum vitae. Ok, le CV c'est un résumé, un parcours professionnel d'une personne. C'est une clé essentielle pour décrocher un entretien d'embauche. Donc c'est un document qui fait le résumé, une synthèse en soi. Donc son parcours professionnel, sa formation professionnelle aussi. Donc ses études, ses diplômes qu'il a, etc. Maintenant, il y a différentes méthodes et formes qu'on présente des CV. Il n'y a pas une forme standard pour présenter un CV. Mais il y a des éléments qui sont indispensables sur un CV. Donc, notamment, il faut d'abord, naturellement, le nom. Ok, je disais qu'il n'y a pas une forme standard, donc qui est carrée, de présenter un CV. Il y a différentes méthodes et des formes. Donc cela va de soi. Mais il y a des erreurs quand même à éviter. Ça, on va y revenir après. Donc ce qu'il faut noter est que donc en CV, il faut d'abord mettre le nom, le prénom, date et lieu de naissance et numéro de téléphone. Parce que quand tu mets nom, prénom, date et lieu de naissance, tu ne mets pas de téléphone. Quand les gens veulent te joindre, ils n'auront pas un contact où te joindre. Donc, mettre un contact là où les gens pourront te joindre, c'est important. Si tu as deux numéros, tu mets. Si tu as un seul numéro, tu mets. Tu mets aussi l'adresse mail, ton adresse électronique. Donc, tu mets aussi la formation, les formations que tu as fait. Il y a aussi une rubrique qu'on appelle expérience professionnelle. Donc, chaque rubrique, il y a des méthodes de le faire. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des centres d'intérêt, des connaissances linguistiques, des domaines de compétences. Il y a aussi ce qu'on appelle des interventions diverses. Maintenant, il y a aussi d'aucuns qui mettent un objectif, c'est-à-dire sur le CV. C'est très rare de le voir. C'est très rare de voir un CV là où on met objectif. C'est-à-dire l'objectif, c'est tout juste dire toi l'objectif que tu as par rapport à la formation que tu as fait ou bien par rapport au poste que tu vas postuler. Par exemple, si tu es comptable, tu peux mettre, je donne juste un exemple, tu vas mettre mon objectif et non seulement de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors de la formation afin de capitaliser suffisamment d'expérience, mais pour évaluer aussi au sein de l'entreprise et occuper des postes de responsabilité, mais aussi de vous apporter de nouveau un appui dans votre travail quotidien. C'est ça ton objectif que tu vas apporter au sein de l'entreprise. Mais c'est très rare de voir des personnes qui mettent cette rubrique, de mettre objectif. Mais ça, en général, on le met en haut. Après avoir mis nom, prénom, etc. Donc, tu mets objectif, tu énumères ton objectif. Mais il y a différents objectifs. Si tu es comptable, l'objectif d'un comptable, c'est différent de l'objectif d'un technicien en informatique, c'est différent de l'objectif d'un commercial, c'est différent. Donc c'est différent aussi de quelqu'un qui a fait la formation en marketing communication. Donc chacun a ses objectifs au sein d'une entreprise. Maintenant, il y a ce qu'on appelle au niveau la rubrique des formations. Tu vois d'autres CV, les gens te mettent certificat, BFM, bac, licence L1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Mais pour moi, il y a certains diplômes, tu n'es pas obligé de les mettre. Le CEP, le BFM, le bac, bon, tu n'es pas obligé de les mettre. Le CEP, donc, tu vois. Donc, pour moi, tu peux commencer à partir du niveau universitaire.
Donc ton BTS, BT, DT, ça dépend aussi du niveau que tu as. Par exemple, si tu déposes au niveau, pour le niveau de niveau BFM, tu es obligé de mettre BFM. Mais si tu vises loin, tu n'es pas obligé de mettre niveau BFM, niveau COP, etc. Tu mets juste bac S ou bien bac L, ça aussi ça joue. Parce qu'il y a d'aucuns, ils préfèrent les scientifiques, il y a d'autres qui préfèrent les littéraires. Ça va de soi. Hein? Parce que d'autres te disent que les scientifiques sont beaucoup plus rigoureuses, sont beaucoup plus pragmatiques, sont beaucoup plus actifs. C'est-à-dire, nos grands diaklaf quoi. D'autres te disent que non, les littéraires, ils sont calés, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, ça va de soi. Maintenant, tu veux mettre le bac, mais tu mets la série L, S, ça aussi ça peut jouer. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Donc tu mets le bac, tu mets première année, deuxième année jusqu'à voilà quoi, master 2, master 5, master 10, ça va de soi quoi. Maintenant, préciser aussi l'école de formation. Par exemple, si tu as fait la formation à ISEC, ou bien si tu l'as fait à Delafosse ou c'est une formation universitaire, parce que ça aussi ça joue. Parce que d'autres te diront qu'il y a certaines écoles qui sont des écoles de référence. CFPC, et ICAO, Saint-Michel sont des écoles de référence. Il y a aussi ITECOM, autant. Donc tout ça sont des écoles de référence. ISM par exemple, des CIPDECO, donc sont des écoles de référence quoi. Mais quand tu dis je ne vais pas donner certaines noms d'écoles pour ne pas justifier. Mais ça aussi ça joue. Parce que d'autres te disent qu'un étudiant qui sort à l'université qui a son master 1, il a juste une formation théorique comme ça. Un étudiant qui sort en master 2 en comptabilité gestion, tu le compares avec un étudiant qui sort à ICAO ou à Saint-Michel ou ITECOM ou Delafosse qui a son BTS. Alors là, moi, je préfère quelqu'un qui a son BTS que quelqu'un qui est sorti à l'université. Moi, je le dis personnellement, hein. Il y a d'autres qui vont préférer le master 1 de l'université que celui qui est sorti de l'école de formation. Mais ça aussi, il y a d'autres. Parce que de dire que celui qui est au niveau des écoles de formation, sa formation est beaucoup plus rigoureuse que celui qui est à l'université. Parce que celui qui est à l'université de la première année jusqu'à son master, voilà, il y a pas mal de lacunes, il y a pas mal de choses, des étapes qu'il a sautées. Mais par contre, celui qui est dans les écoles de formation, il est beaucoup plus rigoureux. La formation, elle est hyper rigoureuse dans les écoles de formation qu'à l'université. Ça, c'est mon point de vue personnel. D'autres pourront dire le contraire. Mais de toute façon, c'est un sujet à débattre. Donc voilà, chacun va dire ce qu'il pense là-dessus. Donc ça aussi, c'est important, le choix de l'école de formation. Ça aussi, il faut le faire. Maintenant, la deuxième rubrique, il faut faire aussi l'expérience professionnelle. Maintenant, tu vois d'autres, ils te disent que, par exemple, je donne l'exemple, le CV qui est devant moi, malheureusement, je ne peux pas voir. Il te dit, lui, il a commencé tu le fais par ordre chronologique. C'est-à-dire, tu mets l'exemple de septembre à novembre 2017, stage au niveau du PCCI. Tu remontes de 2018 à 2019, assistante comptable au niveau de Sahel Technologies, Tropical Agro, etc. C'est-à-dire tu cites là où tu es passé. Donc tu remontes, tu dis de 2019 à nos jours, je suis dans telle entreprise. Il y a d'autres qui se limitent là, qui te disent que de 2017, de novembre à décembre, je suis à l'entreprise Ciment du Sahel. Point barre. Il te dit que de 2017 à 2019, j'étais à Vitale. Point barre. De 2019 à 2020, j'étais à FH. Mais quelles sont les tâches qu'ils ont accomplies là-bas? Parce que le fait de dire que j'étais telle entreprise, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Quelles sont les tâches que tu as travaillé? Donc ça va donner une information complémentaire à la personne qui lit le CV, dire que mais telle personne il a telle compétence. Par exemple, moi je recherche quelqu'un qui a le niveau de la comptabilité, mais quelqu'un qui fait la comptabilité. Mais moi, le besoin que j'ai, c'est quelqu'un qui pourra saisir le logiciel SARI.
Moi, c'est ça que mon principal besoin, c'est ça. Mais si quelqu'un te présente un CV en te disant que moi j'ai fait telle entreprise, j'ai fait telle entreprise, alors qu'il n'a jamais manipulé le logiciel SARI, pour moi, c'est pas la bonne personne. Tu peux faire 20 entreprises, que ce soit Eiffage, Sonatel, Tigo, ailleurs, les grandes entreprises, Asegna, mais si tu n'as jamais utilisé le logiciel SARI, dont moi, que j'ai besoin de personne. Tu peux faire 20 entreprises, que ce soit Eiffage, Sonatel, Tigo, ailleurs, les grandes entreprises, Asegna, mais si tu n'as jamais utilisé le logiciel SARI, dont moi, que j'ai besoin que tu manipules, alors là, tu ne seras pas la bonne personne. Mais si quelqu'un vient me dire que j'étais dans une quincaillerie Kër Khadim, c'est une petite entreprise, mais entre guillemets, comparée aux multinationales, mais il travaille avec le logiciel SARI pour la saisie des opérations. Moi, je dis que je préfère ce gars-là que quelqu'un qui est sorti qui est passé dans Sonatel, Eiffage, Tigo, Free, Asegna, etc. Parce que c'est le besoin de la compétence. Actuellement, on recherche la compétence, mais pas le nom des entreprises à laquelle tu es passé. Mais on recherche la compétence. Il faut que ça figure sur le CV. Quand j'étais à la Sonatel, j'utilisais tel logiciel. Je faisais les enregistrements, ou bien j'étais commercial, ou bien je faisais porte-à-porte, ou bien j'étais telle agence. J'étais Ciment du Sahel, j'étais service facturation, ou bien j'étais service fournisseur, ou bien service client, ou bien j'étais au niveau de direction technique, au niveau de l'informatique. Il faut que ça soit clair sur le CV. Mais quand tu mets juste j'étais telle entreprise, alors que tu ne définis pas ce que tu faisais là-bas, ça aussi ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit précis sur le CV. Autre chose aussi, de donner des références. C'est-à-dire chaque entreprise que tu es passé, tu dis que je suis passé à Eiffage, référence personne telle. Ça montre une confiance que tu as en toi. Quand tu donnes une personne en référence, ça veut dire que toi, tu es confiant en toi. Ça montre une confiance en soi. Tu donnes des personnes référentes. Donc tu dis que référence, M. Fodé Doumbia, telle personne, numéro de téléphone, tel aussi M. X, numéro de téléphone, adresse mail. Si vous voulez des informations complémentaires, automatiquement, ça veut dire quelqu'un qui fait un entretien. Moi, quand tu mets des personnes références, je n'hésite pas à les appeler. Est-ce que vous connaissez M. Doumbia? Il a travaillé avec vous? Oui, comment il était là-bas? Est-ce qu'il est ici? On suit des informations. Ça veut dire que toi, la personne qui mentionne des personnes références sur son CV, il est confiant. Ça veut dire que tout ce qu'il a mis sur son CV est vrai. Il n'a rien inventé. Tu verras des CV dont les gens vraiment ils gonflent le CV. Alors que ça n'a pas de sens, quoi. Donc, mettre aussi des personnes références, c'est important. Donc, mentionne aussi, si tu es de mettre des autres formations que tu as fait, par exemple l'informatique, l'outil informatique, est-ce que tu le maîtrises? Parce qu'actuellement, à l'heure où nous sommes, donc maîtriser l'outil informatique, c'est indispensable. Donc, tu peux voir aussi certains CV, les gens te disent que moi je maîtrise Word, Excel, PowerPoint, machin, etc. Alors qu'en réalité, ils n'en connaissent que dalle. Ouais, ça arrive, hein. D'autres te disent que moi je maîtrise Word, Excel. Alors que moi j'ai besoin, dans mon entreprise, j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise le PowerPoint. Ou bien Access. Alors que toi, si tu ne maîtrises pas Access, alors là, ça peut être un handicap. Mais ce que tu maîtrises, tout ce que tu ne maîtrises pas, ne le mets pas. Parce que ça peut te retomber là-dessus. Tu peux te dire que je maîtrise Excel, Word, PowerPoint, Access, tu viens, on te met à l'épreuve. Alors là, tu regardes gauche-droite, tu fais des appels vidéo WhatsApp, il faut sortir sur ce truc-là, alors ça passe pas. Donc tout ce que tu ne maîtrises pas, ne le mets pas. Donc il y a d'autres qui mettent aussi, centre d'intérêt, découverte, j'ai découvert le monde, les nouvelles technologies, je dis que j'ai voyagé. D'autres te mettent sur le CV les pays pour lesquels ils ont voyagé. Ils disent que moi j'étais à la France, j'ai été en Gambie, j'ai été en Guinée, j'ai été tel. Ça aussi c'est un atout parce que ça donne, le gars il a un esprit d'ouverture parce que le voyager c'est apprendre. Parce que quelqu'un qui a voyagé, c'est différent d'une personne qui n'a jamais voyagé. Parce que vous n'avez pas les mêmes points de vue, pas point de vue, mais vous n'avez pas les mêmes idées, ou bien vous n'avez pas les mêmes philosophies de voir les choses parfois.
Parce que quelqu'un qui a voyagé, il a beaucoup plus l'esprit ouvert que quelqu'un qui n'a jamais quitté son pays. Pas comme les Dakarois, les gens qui ne connaissent même pas Thiès, ou bien les Thiessois qui ne connaissent même pas Dakar. Voilà, donc c'est bon de voyager. Mais si tu n'as jamais voyagé, n'invente pas que j'ai voyagé. Tu peux parler à quelqu'un, tu dis que bon, j'ai été à Guinée-Bissau, j'ai été à Turquie, tu dis que ah ouais, tu connais tel quartier. Comment tu vas faire? Donc sur le CV, il ne faut rien inventer là-dessus. Mais ce que tu veux. Mais ce que tu maîtrises et mais ce que tu dois mettre là-bas, c'est les informations qui sont réelles. Il ne faut rien inventer, il ne faut pas gonfler le CV. Autre chose aussi, la photo. Il y a d'autres qui te mettent la photo sur le CV. Il y a d'autres aussi qui n'aiment pas mettre la photo. Maintenant là aussi, c'est pas... Ça dépend. Il y a des entreprises qui te disent que CV plus photo. Là, tu es obligé de mettre la photo. Parce qu'ils ont besoin de voir la personne en tant que telle. Mais si on ne t'exige pas, moi personnellement, ma philosophie, si on ne t'exige pas CV plus photo, ne mets pas ta photo. Ne mets pas ta photo. Même si tu vas mettre ta photo, il ne faut pas mettre des photos de cérémonie. Mais il y a des gens qui le font. Hein. Moi, je fais des CV. Tu vois, quelqu'un était dans une cérémonie, il se prend une photo, il les met. Alors, tu lui dis que ça, pourquoi cette photo? C'était à quelle occasion? Tu dis que oui, c'était lors d'un mariage, ou bien d'un baptême, ou bien une cérémonie à l'université, quand un frère soutenait. Il mettait costume, cravate, donc c'est... Non, sérieusement, ce que je dis là, c'est la vérité, je reçois ça. Et quand tu le donnes, tu dis que oui, c'était à l'occasion de tel truc. Pour moi, ça n'a pas de rapport avec le CV. Quand tu vas faire une photo, fais une photo professionnelle. Costume, cravate, bien sapé, une photo comme ça, tac, tu es naturel. Tu le mets. Tu mets ça sur le CV. Mais si on ne te l'exige pas, moi, je ne conseille pas les gens de le faire. Moi, personnellement, je ne conseille pas. Mais si tu as envie de le faire, fais-le. Mais ça peut avoir aussi ses avantages. Parce que j'ai vu, je connais quelqu'un, il a été embauché, il a mis sa photo, il a été embauché à cause de ça. Parce qu'il y avait un point noir sur son front. Il y avait un point noir ici. Alors qu'il n'était même pas sélectionné. Il ne devait même pas être sélectionné. Parce qu'il n'avait même pas le niveau de 1. Il n'avait même pas le niveau qu'on demandait. Mais le gars lui a appelé. Tous les autres, on n'a appelé personne. Mais le gars, on l'a appelé. Le boss lui a dit que tu sais pourquoi je t'ai appelé. Il dit non. Ton point noir là. C'est à cause de ça que je t'ai appelé. Donc lui, la photo lui a apporté sens. Mais il y a d'autres qui mettent leur photo. Alors là, ils mettent le voile. Alors là, ils sont... Parce qu'ils te disent que le voile, ça bloque. Il y a certaines entreprises, il y a certains secteurs d'entreprise, le voile, ça bloque. Le secteur d'hôtellerie, parfois le voile, ça bloque. Auparavant, je ne sais pas, actuellement, à l'ère du Covid, maintenant, personne ne serre la main. Alors là, maintenant, tout le monde est prudent. Le voile, maintenant, ça ne peut pas bloquer. Mais auparavant, le voile, ça bloquait. Parce que le milieu hôtelier, moi, j'ai travaillé dans le milieu hôtelier, mais je te dis, les voilés n'étaient pas les bienvenus là-bas. Parce qu'au niveau de l'accueil, il faut être réellement, parce qu'il faut déjà une tenue, voilà quoi, qui ne rime pas avec le voile. Donc là-bas, si tu déposes, tu fais des demandes de stage ou des demandes d'emploi, tu déposes avec ta photo, tu dis que bon, c'est une voilée, voilà, il te met là-bas. Parfois, les barbus, d'habitude, d'ailleurs, les barbus aussi, parfois, ça. Ou bien parfois, les sauves, les sauves, parfois. Donc, il y a une étude qui a été faite là, sérieusement. Les gens qui mettaient les photos, les barbus et les gars sauves, ça faisait pas. Ça portait pas sens, quoi. Donc, maintenant, ça va de soi. Donc, pour te dire que les chefs d'entreprise, chacun a ses humeurs. D'autres n'ont pas de problème par rapport aux photos, mais moi, les photos, donc c'est comme ça. Quand tu vas, si on t'exige une photo, il faut faire une photo pro, mais pas une photo de cérémonie. Donc ça me permet de rentrer sur le deuxième point en faisant les erreurs à éviter sur les CV. Donc les photos de cérémonie, il faut les éviter. Prendre ton plan de l'art là en train de manger, tu dis que je vais mettre ça sur le CV, ou bien tu vois une piscine derrière là, tu dis que j'étais à la grosse là, donc voilà, pour montrer que tu es sorti, ça se fait pas. Bon, deuxième erreur aussi à éviter, c'est il faut bien que le CV soit visuel.
visuel, c'est-à-dire de ne pas utiliser des couleurs de sombre. Tu vois des gens qui mettent leur CV en couleur, ici c'est rouge, les bandes en vert, c'est-à-dire l'encadrement quoi. Donc ils veulent rendre le CV tellement joli, ils mettent des couleurs, mais ça c'est à éviter. Il ne faut pas mettre des couleurs. Parce que sur l'écran, tu peux prendre la couleur jaune, tu le mets sur l'écran comme ça, c'est visible, ou bien la couleur verte, c'est lisible, mais quand tu imprimes, c'est sombre. En plus, ça ne rend pas joli, ça, c'est pas visible. Donc, le gars, quand tu vois le CV, il n'est pas trop bien concentré, donc il voit beaucoup de choses sur ses yeux, donc c'est ça à éviter. Le mieux aussi, le CV doit contenir une seule page, de préférence, une seule page. Mais d'autres te disent que moi j'ai un CV de 5 pages, mais tu as la malchance que les gens ne lisent pas la dernière partie. La dernière partie. L'idéal, une page, max 2. Mais quand un livre, tu écris un livre édité par Harmattan, alors là, c'est autre chose. Je fais pas la pub de Harmattan là. Hein? Je fais pas la pub. Hein? Donc c'est ça. Donc il faut éviter les couleurs sombres quoi. Donc il faut séparer les rubriques par des traits. Des traits, des lignes. Donc malheureusement je peux pas te montrer le genre de CV. Par exemple, tu as vu, lui il a utilisé ça quoi. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Il a mis les détails là où il passe, il met les détails. Donc plateforme, qualité informatique, il dit quoi. Les détails, c'est comme ça. Donc lui il a fait un bon CV ce gars-là. Il a fait un bon CV. Mais par contre tu prends un autre CV, tu vois des couleurs, tu vois des trucs, tu vois des carreaux là. Donc, voilà. Et éviter aussi d'utiliser des polices différentes. En haut, tu utilises Arial, le milieu New Time Roman. En bas, tu utilises je ne sais pas quelle police. Donc, ça donne, voilà quoi, ça donne pas un bon design. Quoi. Mieux vaut utiliser une seule police. Mais éviter aussi d'utiliser des polices, des écritures de, voilà quoi, des tchablangala. Tu peux utiliser des trucs qui sont. Arial par exemple, c'est une police qui est standard, voilà quoi, c'est lisible, c'est posé, c'est cool quoi. Donc c'est ça. Donc les couleurs et les sobriétés. Les photos, on en a parlé. Faire aussi des références, des personnes références. Donc on passe au deuxième point par rapport à l'entretien d'embauche. Déjà. Pour réussir son entretien d'embauche, il faut venir à l'heure. Si on te dit 9h, tu viens à 9h. On te dit 10h, tu viens à 10h. Tu ne peux pas venir en retard. Ça peut porter préjudice. Je connais un frère, il a perdu son poste à cause de ça. On devrait l'embaucher, on a préparé la machine, on a paramétré à son nom, tout. Alors qu'au moment où il faisait son stage, il était à l'heure, il venait à l'heure, donc tout ça. Donc on devait l'embaucher maintenant. On a paramétré la machine à son nom, tout le mot de passe. Au lieu de venir à l'heure, il est venu en retard. Il est venu, on dit que nous sommes désolés. C'est comme ça qu'il a perdu sa place. Il est sorti, c'est comme si c'est le ciel qui lui est tombé là-dessus quoi. Il m'a appelé. Je dis que mes grands, je viens de me rendre compte de ce que tu me disais. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Je dis que j'ai perdu mon job. Je dis que quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je dis que je suis venu en retard. Je dis que voilà. Je m'excuse du retard indépendamment de ma volonté. Ça, on l'accepte à l'AMS, à risque, voilà. Je m'excuse de mon retard, etc. Oui, mais dans le monde professionnel, c'est pas toléré. C'est comme ça qu'il a perdu ce job. Il a fini, ils ont appelé quelqu'un d'autre, donc voilà, on l'a donné. C'est pour cela, l'heure, il faut être vraiment ponctuel. Comme vous disait le prophète, respecter les heures, les rendez-vous. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il ne faut pas faire un parfum qui est trop fort. Ça dérange. Mais les gens aiment tellement se parfumer. Alors là, on va pousser. Mais alors qu'il y a des parfums qui dérangent en fait. Quand ça s'envole, tu donnes l'impression au gars de te dire vas-y. Si tu entres déjà, il s'empresse de te foutre dehors quoi.
il ne faut pas mettre un parfum qui est trop fort. Que tu sois homme ou femme, ça aussi, ça il faut éviter. Quand tu arrives, il ne faut pas serrer la main le premier. Quand tu arrives, donc c'est pas la main. Alors que le sac, on le tient avec la main gauche. Parce qu'on salue avec la main droite, au cas où on te donne. Parce que c'est pas commode que tu tiens le sac avec la main droite, quelqu'un te tend la main, tu sens le sac comme ça et tu fais comme ça. C'est pas commode quoi. Même si ce n'est rien, mais bon, il y a certains gens qui sont tellement exigeants là-dessus. Le sac, tu le prends avec la main gauche. Tu ne peux pas faire des trucs de ibadou, de leur droite à Yamin, donc voilà. Donc, tu prends ça avec la main gauche. Ne serre pas la main en premier. Si on te tend la main, tu donnes. Mais avec cette situation de corona là, je pense que personne ne va tendre la main à une autre personne. Donc ça c'est fini maintenant le fait de donner la main. Et ne s'assoit pas tant qu'on te donne pas l'autorisation. Tu entres. Bonjour. Oui, j'ai rendez-vous. Ah oui, c'est toi, oui. Prends place. Mais tu ne peux pas te permettre. Tchalach. Bonjour, ouais, j'avais rendez-vous pour l'entretien d'embauche et puis voilà, tu vas tu t'assois. Tu le monsieur qui t'a donné ça, tu t'assois. Donc d'abord, tu restes, on te dit assois-toi ou bien on t'installe quelque part, tu vas. Voilà. C'est ça, tu t'habilles correctement. Alors, l'erreur que certaines vont commettre aussi, c'est au niveau de. Parfois, on te demande de faire une demande manuscrite. La demande manuscrite, il faut l'écrire toi-même. Même si tu as des écritures moches, écris-la. Toi-même, écris ta demande. Ne dis pas que oui, moi j'écris mal, je vais donner à mon frère pour me faire donner. Parce que quand tu le fais, tu arrives là-bas, il voit que c'est bien fait, c'est bien truc, et tu dis que maintenant, pour te tester, ils vont te dire que voilà, tu as des belles écritures, tu as dit oui, ouais, tu te crois vraiment au top. Ils vont te donner une feuille blanche, tu dis que maintenant, faites-nous un résumé de ce que nous avons dit. Maintenant, quand tu fais les résumés, ils vont comparer les écritures. Ils sauront que les écritures, ce n'est pas toi qui les as écrites. Et ça donne une impression de tricherie. Quand tu ne fais pas faire un nœud de cravate, n'amène pas une cravate à l'entretien. Ça, je vous le dis, hein. Si tu ne fais pas faire un nœud de cravate, ne l'amène pas à l'entretien. Ou bien si on te demande, tu dis que je ne l'ai pas fait, on me l'a fait, ou bien telle personne qui me l'a fait, ça c'est pas fait. Mais le jour où tu vas amener une cravate, tu vas porter une cravate là-bas, on te dit que tu as une belle nœud, non, ah oui, c'est bon, c'est toi qui l'as fait, tu dis oui. Tu dis que mais j'aimerais bien avoir ces gens-là. Lui, il peut enlever sa cravate, tu dis que fais-moi la même chose. Et si tu ne parviens pas à le faire, ça donne une autre image de tricherie. Ça montre que ce gars-là, il n'est pas sincère, il n'est pas sérieux. Tout ça sont des astuces qu'il faut éviter sur le entretien. Et quand tu parles aussi, il faut parler fort. Pas fort comme ça, mais de manière que les gens puissent t'entendre. Parce que ton interlocuteur ne doit pas faire d'efforts pour t'entendre. Mais il ne faut pas aussi parler jusqu'à ce que ça du lourd quoi. Mais tu parles avec que les mots sortent carrément quoi. Éviter de trop prononcer les R. Il faut être naturel quoi. Il faut être naturel dans le mot. Donc en résumé, c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions à poser, donc voilà. S'il n'y a pas de questions, on va akhir dawana, alhamdulillah. Ok, merci beaucoup pour les éclaircissements, c'est vraiment intéressant. Maintenant, nous avions quelques questions. Par exemple, pour le CV, avec les dates et lieux de naissance, est-ce que c'est obligé de mettre date et lieu de naissance? Date et lieu de naissance. Maintenant, est-ce qu'il y a des diplômes ou des compétences recherchées parfois? Bon, le plus souvent, de manière générale, quoi, des diplômes et des compétences recherchées. Comme par exemple, en ce qui concerne la maîtrise de l'anglais, permis de conduire, ou bien un certain type de logiciel, c'est de mettre date et lieu de naissance.
Atelier de naissance. Maintenant, est-ce qu'il y a des diplômes ou des compétences recherchées parfois? Bon, le plus souvent, de manière générale, quoi, des diplômes et des compétences recherchées, comme par exemple en ce qui concerne la maîtrise de l'anglais, permis de conduire ou bien un certain type de logiciel. Est-ce qu'il y en a qui très souvent sont recherchés? Maintenant, vous avez parlé aussi d'objectifs qu'on met dans le CV. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre dans la lettre de motivation? Sinon, à quoi sert une lettre de motivation? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais lettre de motivation, est-ce que ça ne peut pas venir là-bas? Vous avez cité tout à l'heure des écoles de référence par rapport à certains profils formation. Maintenant, ces écoles de référence, c'est par rapport à un certain type de formation, je pense bien, ou bien c'est de manière générale. Sinon, si c'est par rapport à un certain type de formation, si vous pouvez revenir là-dessus, pour tel type de formation, peut-être il y a telle référence et tout. Maintenant, concernant aussi parfois les appels à candidature, tu peux déposer un CV tout simplement parce que tu cherches de l'emploi, mais tu peux répondre à un appel à candidature. Maintenant, tu peux ne pas répondre à tous les critères. Est-ce qu'il y a possibilité de faire prévaloir certains des critères que en tout cas des compétences que tu as, sur d'autres, pour pouvoir les valoriser et être embauché? Par exemple, si on te dit 5 ans d'expérience, le plus souvent dans les appels à candidature, on te dit tant d'années d'expérience. Maintenant, si toi tu n'as pas ces années d'expérience-là, est-ce que tu peux avoir la chance d'être embauché alors que tu n'as pas ces années d'expérience, mais en misant sur d'autres points par exemple? Bon, c'était ça les questions. Merci beaucoup pour les questions posées. Donc pour les dates et lieux de naissance, c'est pas une obligation quoi. Date et lieu de naissance. Mais certains juste aimeraient savoir tu es né où, dans quel pays d'origine. Parce que parfois les localités, ça donne une idée de la personne. Ça donne une idée de la personnalité du gars quoi. Quelqu'un qui est né à Ziguinchor, quelqu'un qui est né à Saint-Louis, donc ils n'ont pas le même environnement. Certes, tu peux être né à Ziguinchor et grandir à Saint-Louis, mais bon, de toutes les façons, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Tu peux ne pas le mettre. Mais aussi, ce qui est fondamental, c'est nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Ça veut dire pour qu'on puisse te joindre. Mettre un numéro de téléphone joignable. Ne pas mettre un numéro de téléphone non joignable. Parce qu'il y a d'autres, ils mettent des numéros alors qu'ils sont pas joignables. Alors ça aussi, c'est ça pour le date de naissance. Bon, diplôme et compétences, c'est pas toutes les... Bon, quand j'ai parlé d'école de référence, je parlais surtout par rapport, moi, à la formation que j'ai faite, quoi, la comptabilité et les finances. Mais si par exemple, tu prends tout ce qui est BTP, ces écoles-là ne font pas de BTP. Donc, chaque secteur, il y a des écoles de référence. Chaque secteur, il y a des écoles de référence. Mais moi, je parlais tout à l'heure par rapport à la comptabilité, marketing, communication, logistique, secrétariat bureautique. Donc ça sont des écoles de référence, quoi. Mais pour le BTP, tu ne vas pas à CPC pour faire BTP là-bas. Pour faire parce qu'il y a des écoles, l'école qui se trouve à Diamniadio, l'école industrielle là, les techniciens d'industrie. Donc il y a ça. Il y a aussi ENSUP, ESP, école polytechnique. Il y a aussi l'école polytechnique de Thiès qui ont des branches dont les écoles de formation n'ont pas. Donc il y a des écoles de référence. Moi je parlais par rapport à ça, mais ce n'est pas uniquement que ces écoles-là, ils ont toutes les branches requises, non. Donc par rapport au permis de conduire, ça aussi c'est un atout. Quelqu'un qui a le permis et quelqu'un qui n'a pas le permis. Tu peux voir par exemple 2 candidats. Quelqu'un qui a le permis, il est beaucoup privilégié que quelqu'un qui n'a pas le permis. Par exemple, moi, quand je prends mon exemple, quand je suis venu à l'EFA, je n'avais pas le permis. Mais ils m'ont demandé 2 fois est-ce que j'ai le permis. Et c'est sûr qu'au moment où je faisais l'entretien, si j'étais avec quelqu'un qui a déjà le permis, le gars il serait pris. Mais bon, j'étais obligé de faire la formation, la formation de conduite pour avoir le permis. Donc ça aussi c'est un atout actuellement, là, à l'heure où nous sommes. Avoir le permis de conduire, le mettre sur le CV, ça c'est un atout. Parce que ça évite que ça t'évite de prendre des chauffeurs. Parce que sinon tu es obligé de prendre le gars, tu lui prends un chauffeur, ça sont des coûts supplémentaires. Mais quand il a déjà son permis,
Donc lui, tu donnes le véhicule, il conduit lui-même. Mais s'il n'a pas de permis alors qu'il doit avoir un véhicule, tu dois lui chercher un cours supplémentaire. Donc du coup, mieux vaut mettre le permis. Ça, quand même, sont des atouts, sont des avantages. L'objectif, c'est vrai, on peut le mettre sur la lettre de motivation, mais l'objectif, c'est pas, ça doit pas être gros, quoi. C'est juste 2-3 phrases, ton objectif. Une lettre de motivation, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit que c'est rare que tu vois quelqu'un qui mette l'objectif sur son CV. Parfois, il y a d'autres qui mettent l'aide de motivation, etc. Actuellement, les gens le demandent très rarement, l'aide de motivation. Mais actuellement aussi au Sénégal, la réalité est que les gens, ils ne font pas des entretiens comme si c'est juste des recommandations. Des recommandations. Mais quand tu fais des recommandations, il faut que le gars que tu recommandes ait ses compétences. Parfois, on peut te recommander quelqu'un alors qu'il n'a pas ses compétences. Tu n'es pas obligé de le prendre. Pas obligé. Donc c'est ça quoi. De plus en plus les gens vont sur la recommandation. Je te recommande tel qui m'a recommandé de venir ici. Parfois ils te prennent pour un stage, après tu pars. Mais si tu n'as pas les compétences, parfois ils te disent que oui, 2 ou 3 jours tu pars et puis voilà quoi, ils te débarrassent de toi. Parce qu'en général aussi, les entreprises n'ont pas envie de prendre des stagiaires. Parce que ça leur fait perdre du temps. Parce que les stagiaires, quand ils arrivent, tu dois les former. Toi, si tu devais travailler de 8h à 16h, tu ne vas pas travailler tout le temps. Tu dois prendre un moment où tu vas former les stagiaires. Donc c'est un temps un peu perdu. Il y a certaines entreprises qui refusent de prendre des stagiaires, tu dis qu'ils te font perdre du temps. Parce que tu vas le mettre en contact avec quelqu'un, bon pas en contact, tu vas mettre en relation avec quelqu'un qui va le former. Donc au moins tu vas lui apprendre, fais ceci, c'est comme ça. Tu es en train de l'expliquer avec toi, tu as du boulot à faire, tu ne le fais pas. Donc déjà c'est un temps de travail qui est perdu. En plus tu dis que les stagiaires ils vont te coûter cher parce que tu vas donner ces primes des stages. Donc 2 choses l'une, les capitalistes fous là ils te disent que bon il va faire perdre mon temps et puis je lui donne de l'argent. Voilà. Mais si tout le monde réfléchit comme ça, on n'aura pas de stagiaires. Et si tu n'as pas de stage, tu n'as pas d'expérience professionnelle et tu ne pourras pas tout. Donc, mais heureusement, tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Heureusement. Mais il y a que des écoles de référence, j'en ai parlé. Des dépôts aléatoires. Il y a des dépôts aléatoires que les gens font à la sortie de l'école. Les gens font. Mais quelqu'un qui a déjà un stage, quand il finit son stage, encore, il va faire une mise à jour de son CV, il va déposer encore de nouveaux pouvoirs. Donc 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, donc chacun a sa chance. L'exemple que je te donnais tout à l'heure, l'autre, si on demandait 5 ans d'expérience, lui il n'avait même pas 5 ans d'expérience. Mais à cause de son point noir, on l'a pris. C'était sa chance. Tu peux tenter ta chance, aller, il voit des choses, tu dis que mais tiens, ce gars-là, peut-être c'est ça que je veux. Même si tu n'as pas 5 ans d'expérience, mais vu ton parcours, donc tu peux avoir beaucoup plus de bagages que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience. Tu vois quelqu'un qui a 5 ans d'expérience alors qu'il est uniquement au niveau service. Par exemple, je prends le cas de la comptabilité. Il est uniquement au niveau service fournisseur. Il n'a jamais traité des trucs de clients, il n'a jamais fait des déclarations de TVA, il n'a jamais fait des niveaux des impôts. Il est 10 ans au niveau du service fournisseur. Tu vois quelqu'un qui a fait 3 ans d'expérience, mais il a fait fournisseur, il a fait client, il a fait impôt, il a fait la trésorerie. Donc l'autre, il a capitalisé beaucoup plus d'expérience que le gars qui a fait 5 ans d'expérience sur le fournisseur. Maintenant, il dépendra à voir que l'employé, lui, qu'est-ce qu'il veut? L'employeur, lui, qu'est-ce qu'il veut? Quel genre de type de personne qu'il veut? Est-ce que uniquement quelqu'un qui est figé sur le service fournisseur, ou bien pour les clients, ou bien il veut quelqu'un qui est un peu multitâche? Maintenant, toi, tu peux avoir les 5 ans, lui, il a 2 ans, on lui prend. Parce qu'il est beaucoup plus multitâche, il est plus jeune, il est beaucoup plus actif, on lui prend. Donc ça aussi, ça peut être des blocages, comme ça peut te bloquer, quoi. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions de M. Fodé Doumbia. Oui. Ok, merci beaucoup. Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Am na solo.